Mohamed, Dia et Islem. Mohamed est soudanais, Dia et Islem sont tunisiens. Je les ai rencontrés lors de mon enquête de terrain en Tunisie. Ces 3 personnes ont depuis disparu en mer. « 30 000 décès. Ce sont 30 000 décès recensés en Méditerranée depuis 2014, ce qui fait de cette mer le plus grand cimetière du monde pour les personnes en exil. Ce chiffre serait malheureusement bien supérieur. Tahar Benjeloun, romancier franco-marocain, écrivait en 2015 dans le 1 l'Hebdo. La mer est devenue leur dernière demeure, le cimetière de tout ce dont ils ont rêvé, le tombeau de toutes leurs espérances. Leurs yeux se sont perdus dans les flots, leurs corps se sont dissous dans les algues et le silence. Leur mémoire s'est vidée de ses souvenirs. Que dire? Qu'écrire? Les dieux et le ciel sont indifférents. Ils ont marché et traversé des pays, des montagnes, des mers. Et enfin, ils ont abouti de nuit dans une citerne noire qui les a broyés, avalés. Certains furent rejetés. D'autres sont restés dans les profondeurs marines. Ces corps sont là, comme des objets trouvés dans un navire qui aurait fait naufrage. Ce sont des pièces à conviction dans un procès qui n'aura jamais lieu. Ils sont encore habillés. Mais que sont devenus les rêves qu'ils avaient fabriqués, y mettant de la couleur et de la musique? Ils se sont dissous dans cette mer dévoreuse de vie, impitoyable et sans recours. Tunisie, terre de passage. Un podcast de Spectomédia. La Tunisie est, avec la Libye, le principal point de départ pour des milliers de personnes exilées qui cherchent à rejoindre l'Europe. Les premières côtes italiennes, dont l'île de Lampedusa, sont situées à moins de 150 km de la région de Sfax. Sur toute l'année 2023, le nombre de personnes interceptées par les autorités tunisiennes s'est établi à 70 000, soit plus du double pour la même période l'année précédente, selon le porte-parole de la garde nationale. Dans le détail, plus de 54 000 candidats étaient des étrangers, en majorité des ressortissants d'Afrique subsaharienne, et le reste des Tunisiens, plus de 15 000. Dans cet épisode, nous donnons la parole à des Tunisiens désireux de quitter leur pays, à celles et ceux qui luttent pour découvrir la vérité concernant un proche disparu, ainsi qu'à des exilés qui ont pris la mer et nous racontent l'horreur de la traversée. À Siliana, une ville située au centre de la Tunisie, je fais la rencontre de Soufiane. Âgé de 20 ans, il provient d'un quartier défavorisé. Les activités pour les jeunes sont rares. Donc avec ses amis, ils passent leurs soirées chaudes d'été à l'extérieur en buvant de la bière achetée au marché noir, tout en rêvant de quitter leur pays. Je m'appelle Soufiane. J'ai 25 ans. Je travaille en tant qu'ouvrier peintre et j'habite à Siliana. À Siliana, la vie est difficile. Je gagne peu, je ne peux pas faire d'économies. Mon salaire mensuel n'est pas fixe, ça dépend du travail. 2000 dinars tunisiens, 1000 dinars, 500, parfois 600. La situation économique actuelle en Tunisie est très difficile. L'État est trop endetté. Même en travaillant, on ne s'en sort pas. Le coût de la vie est très élevé. Les coupures d'eau deviennent de plus en plus fréquentes. Même en été, tu ne peux pas prendre de douche.
Tu es obligé de remplir de l'eau dans des bidons et tu rajoutes cela à un manque d'infrastructures. Le système et l'administration corrompus ont toujours existé en Tunisie. Et si tu n'as pas de diplôme, avec les pots de vin ou bien les diplômes falsifiés, tu peux obtenir un poste de travail dans le secteur public, l'éducation, la santé, l'administration publique. C'est quoi la solution ? L'immigration, l'immigration. J'ai tenté ma chance à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Ici, tu n'es pas payé convenablement pour ton travail. Par contre, quand tu vas dans un autre pays, tu es payé d'une façon équitable et ton travail est respecté, pas comme ici. J'ai essayé de migrer clandestinement, 4 ou 5 fois par la mer. On est allé, moi et mes amis, au port de la Goulette et au port de Rades plusieurs fois. Mais ça n'a pas marché. On a essayé de se cacher dans les conteneurs. Mais avec les douaniers, les scanners et les fouilles, ils réussissent toujours à nous démasquer. Car le port est très surveillé. Et s'ils nous attrapent, ils nous envoient directement en prison. On paye entre 5 000 et 12 000 dinars tunisiens pour partir. Il y a même des gens qui payent la traversée et qui sont jetés en pleine mer. Les passeurs travaillent directement avec les policiers. Certains passeurs en profitent pour faire aussi de la contrebande de corail. Avec ce type de passeur, la traversée coûte 7 000 dinars. Et pour 12 000 dinars tunisiens, tu fais la traversée dans un yacht. Le contact avec le passeur ne se fait pas directement, mais par le biais d'intermédiaires. Il regroupe les migrants dans une petite maison, loin des regards, avant l'arrivée du passeur. Pour ceux qui déboursent entre 7 000 et 12 000 dinars tunisiens, ils doivent payer à l'arrivée. C'est le moyen le plus sûr de traverser. Pour les autres qui ont moins payé, ils sont entassés sur un petit bateau de pêcheurs. La majorité n'arriveront pas, car certains sont jetés en pleine mer. Il y a des femmes et des enfants qui y perdent la vie. Maintenant, je veux partir en France et après j'essaierai d'aller au Canada. J'ai plusieurs amis qui sont arrivés et j'ai aussi des amis qui ont perdu la vie ou qui ont été tués quand ils sont arrivés au port. C'est pas seulement moi, c'est toute la jeunesse tunisienne qui pense à partir de ce pays. Déjà, on demande l'ouverture des frontières. Souvent, les gardes-côtes les interceptent au large et ils les renversent, parce que ce pays est injuste. Tu n'es pas libre ici. On dirait une prison à ciel ouvert. Tu ne vis pas ta liberté. Même les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ma famille accepte et n'accepte pas la situation. Ils savent très bien que je n'ai pas d'avenir en Tunisie. Les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de vivre dignement, d'avoir une maison. Tant que tu restes ici, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Pour les Noirs, la situation dans leur pays est pire que la nôtre. Quand ils arrivent clandestinement en Tunisie, ils envahissent le pays. Il y en a qui arrivent légalement et d'autres qui arrivent clandestinement par le désert. Ils réclament des droits alors que ce n'est pas leur pays. Ils viennent ici pour faire des études, travailler et gagner leur vie. D'ailleurs, j'en connais plusieurs et je travaille avec eux. La majorité d'entre eux pensent à migrer clandestinement. La Tunisie est un pays invivable pour eux. Ils ne veulent pas rester en Tunisie parce que c'est un pays injuste. Les Noirs sont exploités ici et ils ne sont pas payés correctement. On les paye par jour 10 dinars tunisiens, parfois 20, parfois 15, alors que c'est injuste. D'autre part, les Noirs sont conscients qu'ils n'ont pas d'avenir ici, en Tunisie. Leur venue à travers le désert est du gâchis. Il y a du racisme. Il y a une sorte de racisme. Quelques-uns créent des gangs, vendent de la drogue, des médicaments, font des braquages ou de la contrebande.
D'ici le mois de janvier, si je ne trouve pas de solution, je quitterai la Tunisie. Je partirai en Libye et trouverai un tuyau pour partir en Europe. La majorité des Tunisiens est issue de familles pauvres. Parfois, il y a la maman qui travaille en tant que bonne, le papa qui travaille aussi. Malgré tout, ce n'est pas suffisant. Leurs enfants à l'école ne sont pas bien pris en charge. En Tunisie, il y a des inégalités. On s'occupe des enfants des riches et on ignore les enfants des pauvres. Selon le système en place, les enfants des pauvres n'ont pas le droit à l'éducation. Il y a des discriminations entre les riches et les pauvres. Les familles pauvres ne trouvent pas de temps pour s'occuper de leurs enfants. Automatiquement, ces enfants vont déserter l'école. Grève générale, manifestation, cela fait des semaines qu'ils se rassemblent pour réclamer la vérité. Accrochés à l'entrée, 17 portraits, des enfants de la ville, du même quartier pour la plupart, le plus jeune de la bande, Walid, avait 14 ans. Ça, c'est la chambre de Walid. Omar, Aziz, Rayyan, Louay, Yassine. Dans le quartier, tous ses copains sont partis. Il m'a dit « Maman, je ne vais pas rester tout seul ici. » Je ne voulais pas qu'il parte. Je préférais qu'il reste. Le 21 septembre, Walid, 15 autres jeunes et un bébé montent sur un bateau. Direction l'Europe, l'île de Lampedusa. Pour les gens d'ici, la traversée est presque facile. Une vingtaine d'heures, des embarcations solides, une mer clémente, rien à voir avec les conditions inhumaines des réseaux de passeurs libyens. Mais cette fois, le groupe n'arrive pas à destination. Aucune nouvelle. À Tunis, j'ai eu le privilège de rencontrer Dalila et Rachida, originaires de Kabalia, l'un des quartiers les plus défavorisés en périphérie de la capitale. Dans cette communauté, de nombreuses familles ont été touchées par la perte d'un être cher lors de la traversée. Ces deux femmes font partie de celles qui luttent ardemment depuis des années pour obtenir la vérité. Je m'appelle Dalila, j'ai 42 ans, je suis mère de 3 enfants. J'ai perdu tout contact avec mon mari depuis le 6 septembre 2012. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui. On a fait plusieurs manifestations. On s'est déplacé jusqu'en Italie pour avoir des informations, mais on n'a rien trouvé. Je m'appelle Rachida. J'ai un enfant qui a émigré clandestinement depuis le 14 mars 2011. Il s'appelle Aymen Ayari. Depuis cette date, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Je me suis déplacée en Italie à 2 reprises, mais je n'ai rien trouvé. On demande maintenant aux autorités de réagir et de trouver une solution. Chaque jour, on entend qu'il y a de nouveaux départs avec son lot de morts. Nos enfants sont portés disparus depuis 2011. Nous n'avons plus aucune trace. On se demande pourquoi Kais Sayed reste silencieux face à cette situation. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a un gouvernement ou pas? C'est choquant. Il reste silencieux face à notre chagrin de mère. 120 disparus de la ville de Kabalia. Ne cherches-tu pas tes enfants et citoyens? C'est choquant. On sait très bien que certains de nos enfants sont vivants.
On demande leur rapatriement le plus tôt possible. J'ai encore l'espoir et j'ai une avocate en Italie qui me confirme que l'un des amis de mon fils est actuellement en prison. Il s'appelle Walid. Il a fait la traversée avec mon fils. Ils étaient 47 dans le bateau. J'ai les preuves qu'ils ne sont pas disparus en mer. 47 personnes qui ont fait la traversée à 8h du matin et à 21h30. Ils ont appelé pour dire qu'ils étaient arrivés. Ils sont arrivés en Italie. Ils ne sont pas arrivés à Lampedusa mais en Sicile. Ils sont partis de Sidi Mansour, près de Sfax. À 21h30, mon fils me prévient qu'on est en train de les faire rentrer en Italie. Oui, il m'a appelé. Comme les autres personnes sur le bateau ont aussi appelé leur famille. Ils confirment leur arrivée. Jusqu'à 23h30, on essayait de les joindre, mais on tombait sur un répondeur italien. On s'est dit qu'ils avaient été arrêtés et qu'ils seraient relâchés après 3 ou 4 jours. La pauvreté, la misère, les soucis de ce pays. Mon fils avait 18 ans quand il est parti. Il a décidé de quitter la Tunisie pour améliorer notre situation car nous n'avons rien. Quand il y a eu la révolution, il a voulu partir pour améliorer la situation de sa famille. Malheureusement, c'est devenu plus difficile depuis. J'aurais aimé qu'il reste. J'ai 3 garçons et 4 filles. Nous sommes 7 en tout. Mes 2 autres garçons sont aujourd'hui au chômage. Mon mari s'appelle Abdel Basset. Il est né le 5 septembre 1973. J'ai 3 enfants. Mon mari ne travaillait pas et moi non plus. Il a décidé de partir à cause de la misère et de la pauvreté. Il a fait la traversée le 6 septembre 2012, date de son anniversaire, et depuis, il a disparu. Il est parti de Sidi Mansour, près de Sfax, dans un bateau en bois. À 3h30 du matin, il m'a appelé pour me dire qu'il devrait arriver à Lampedusa à midi. Étant donné qu'il a fait la traversée à plusieurs reprises, il sait très bien combien de temps dure le trajet jusqu'à Lampedusa. Il ne m'a pas appelé à midi. Par la suite, nous avons appris par le biais des informations qu'un navire avait fait naufrage. Mon mari n'avait pas d'argent, mais il a négocié son passage gratuitement avec le passeur en échange de réunir d'autres passagers. Mon fils, Emen, a payé 1500 dinars tunisiens, environ 700 €. Je travaille en tant que femme de ménage. Je souffre d'arthrose. Parfois je travaille et parfois non. Ce sont des organisations internationales qui nous aident. Ils nous amènent parfois visiter les prisons en Italie pour rechercher nos enfants disparus. On bénéficie du soutien des avocats. En Tunisie, personne ne nous aide. Je veux me déplacer encore une fois en Italie, parce que dernièrement, on a retrouvé 5 cadavres qui datent de 2012, et je suis convaincue qu'ils font partie du navire qui a échoué en 2012. Je veux faire des tests ADN pour en être certaine. J'ai une avocate en Italie qui me confirme que l'ami de mon fils est toujours vivant. Ils ont fait la traversée ensemble. Le mari de Dalila n'est pas officiellement déclaré comme mort, ce qui engrange de nombreuses difficultés. Chaque démarche administrative est devenue un véritable casse-tête pour elle et ses enfants. Par exemple, pour faire une carte d'identité pour l'une de mes filles, je me retrouve bloquée. La loi exige un garant parental.
Sinon, je dois faire tout cela avec des tribunaux et ça prend beaucoup de temps. Et ça arrive dès que j'ai besoin des papiers officiels. Même pour moi, c'est compliqué car sur les papiers, je suis encore mariée. Oui. Il est vivant. J'ai un grand espoir. D'où te vient cette force pour continuer à te battre? Je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Je trouve mon énergie auprès de mes enfants. Le gouvernement nous ignore. Il ne parle pas de ces drames. Même quand on fait des manifestations, les policiers nous agressent et lâchent les chiens sur nous. On n'a pas de ministère des Affaires étrangères, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de pays. On vit comme ça. Il y a 120 enfants disparus dans le quartier de Kabaria. 120 familles sont en chagrin depuis des années. Le peuple n'a pas d'espoir, la jeunesse également. Quand les jeunes ne trouvent pas de travail, leurs familles n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils décident de partir. Peu importe s'ils meurent. Depuis le début de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus au chômage. Avant la Révolution, 10 dinars tunisiens par jour suffisaient pour faire à manger pour toute une famille. Maintenant, avec 10 dinars par jour, tu ne peux rien faire. Mon fils qui a 14 ans me dit que si on n'obtient pas de réponse sur la disparition de son papa, il va lui aussi partir en Italie pour le retrouver. On connaît quelqu'un qui a été rapatrié de force depuis l'Italie et qui s'est pendu à son retour. Il est où notre président? Il dort. On ne l'a pas élu pour dormir. Il ignore nos enfants, ses citoyens. Je veux faire entendre ma voix, la voix de toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Et celles qui ont perdu leur mari. On parle au nom de toutes ces mamans. On veut savoir la vérité sur nos enfants, c'est tout ce qu'on demande. Imed, un fervent activiste, a initié la création d'une association dédiée aux familles des personnes disparues, apportant son soutien indéfectible à Dalila et Rachida dans leur quête inlassable de vérité. Lors de ma visite à son domicile, je suis profondément frappée par la montagne de dossiers qu'il a accumulés. Plus de 5000 dossiers. Mais lorsque la garde tunisienne est arrêtée, that's why people are dying crossing the sea every blessed day. And we need to leave this country. I'm facing Boko Haram. It's more than war and some terrorists. Les hommes d'affaires gouvernent ce pays. Il n'y a Il me présente les portraits des disparus, tous originaires de Tunisie. Le défilé de ces visages devant mes yeux me laisse sans voix. Cette expérience me fait réaliser la difficulté à appréhender l'ampleur de l'horreur. Les simples chiffres prennent soudain vie, sous forme de visages, de récits personnels, de vies désormais brisées. Je m'appelle Imed Soltani, président de l'association Terre pour tous. Cette association a vu le jour en 2013, suite à la révolution et à la disparition de mon neveu au mois de mars 2011. On a reçu plusieurs appels et des indices qui confirment que nos enfants sont en Italie.
J'ai constaté que plusieurs familles étaient dans le même calvaire et cherchaient désespérément leurs enfants. Les familles disparues pensaient que l'Italie allait coopérer dans ce dossier et leur dire la vérité sur le sort de leurs enfants. Ils supposaient que l'Europe était le berceau des droits de l'homme. Ils rêvaient de rentrer avec leurs enfants disparus et ils croyaient aussi que l'État tunisien les aiderait dans cette quête. Mais dès leur arrivée, le consul tunisien en Italie les a ignorés. À cette époque, en 2012, on a trouvé sur place 14 survivants sur plus de 300 disparus déclarés. Le 6 septembre 2012, un drame survient en mer. Je suis à ce moment-là en Italie. Un navire fait naufrage à Lampione avec 136 migrants à bord. Le mari de Dalila fait partie des disparus. Ils sont arrivés dans les eaux italiennes. Ils ont appelé les secours qui, une fois sur place, ont refusé de les aider. On les croyait tous morts. Il s'est avéré que 36 personnes ont réussi à nager jusqu'à l'île de Lampione après le naufrage du navire. On les a rencontrés à Lampedusa et tous affirmaient que les secours italiens avaient refusé de les sauver. En 2014, j'ai participé à la marche de la liberté de Bruxelles à Strasbourg. Une fois arrivé, j'ai remis le dossier des disparus à quelques députés au Parlement européen. Par la même occasion, j'ai chargé une avocate de porter plainte contre l'État italien pour non-assistance à personne en danger. C'est un grand dossier. Aujourd'hui, la mer Méditerranée est devenue un cimetière de migrants. C'est un problème politique à la base. C'est le système qui a créé ce phénomène. Passeurs, criminels, fabricants de bateaux. Tout ça à cause du mauvais système de l'Union européenne. L'Union européenne a signé dernièrement un nouveau pacte avec la Tunisie. La chef du gouvernement italien a déclaré qu'ils avaient trouvé le remède pour endiguer ce phénomène. Or, depuis ce pacte, qui à la base est sécuritaire, le nombre de migrants arrivés en Italie a triplé. La Tunisie est complice de l'Union européenne dans ce crime de fermeture de frontières à travers des pactes qui ne respectent pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour la Tunisie, le plus important est d'avoir les aides financières. Pourtant, ces jeunes meurent chaque jour en mer. Actuellement, avec mon association, nous avons recensé plus de 5000 disparus. On a déposé 500 plaintes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et contre l'État italien. En 2015, le gouvernement tunisien a créé une commission d'enquête parue dans le journal officiel de la République tunisienne. Elle avait pour mission de donner une réponse aux familles des disparus. 8 ans après la création de cette commission, les familles n'ont reçu aucune réponse du gouvernement tunisien. C'est pour cela que nous luttons afin de mettre un nom sur ces tombes et pour rapatrier les cadavres en Tunisie. En seulement 8 mois, plusieurs drames ont eu lieu en même temps. Plus de 300 personnes sont mortes et elles venaient notamment de Zarzis, de Tebouba, de Bizerté et le Kef. Les familles des victimes avaient une seule demande. Nous voulons les cadavres de nos enfants pour les enterrer.
Imagine une mère qui ne cherche pas son fils, mais seulement son cadavre. Si vous voulez mettre fin à ces drames, il faut changer le système, ouvrir les frontières, respecter les pactes universels. Dans les années 80, j'ai voyagé en Italie sans avoir besoin d'un visa. À cette époque, il n'y avait pas de passeurs, il n'y avait pas de migrants clandestins, il n'y avait pas de morts, ni de disparus. Depuis la fermeture des frontières, nous vivons ce cauchemar. Les gardes-côtes tunisiens reçoivent les ordres de Frontex. C'est un pacte signé entre la Tunisie et l'Union européenne. Au mois de juin 2022, l'Italie a offert à la Tunisie un appareil pour effectuer des tests ADN sur les cadavres. Au lieu de trouver une solution pour empêcher ces drames, on préfère trouver des moyens matériels pour retrouver l'ADN sur les cadavres. Kamal et Mohamed, dont nous avons entendu le témoignage dans le premier épisode, partagent leur expérience de la traversée en mer. Pour de nombreux exilés, cette tentative n'est pas couronnée de succès dès le premier essai. En effet, bon nombre d'entre eux sont interceptés en pleine mer et renvoyés en Tunisie par les gardes-côtes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 3000 personnes sont mortes en 2023 en Méditerranée centrale en tentant de rallier l'Europe, soit 60% de plus que l'année précédente. Vous voyez, parfois la mer, elle est calme au début, mais après, elle devient la merde. J'ai pris la mer une fois. Bon, un bateau a coulé près de nous parce qu'il y avait 2 bateaux ce jour-là dans la mer. Le premier, il a coulé. Certains se sont sauvés. Le nôtre, plus devant. Alhamdoulilah, notre capitaine, il savait au moins manier. Bon, on a essayé. Le bateau, le moteur, il s'est arrêté. Un moteur de 20 chevaux. Il s'est arrêté, il y avait 45 personnes. Il s'est arrêté. Bon, on était obligé d'appeler la garde-côte tunisienne, de venir nous sortir de là. Ils nous ont pris, nous sommes repartis au bord. Bon, après, nous sommes remontés. Peu importe, il aurait fallu que je risque parce que bon, je n'ai pas le choix, ça devient une obligation pour moi. Je n'ai pas de choix, voilà. Il s'appelle Ocean Viking, CI4, CI5 et Humanity One. Pas moins de 4 navires de sauvetage en mer Méditerranée ont été ces dernières semaines détenus ou le sont encore par les autorités italiennes. L'ONG CIA a indiqué le 11 mars dernier que son bateau faisait l'objet d'une détention de 60 jours. La détention administrative la plus longue jamais imposée à un navire de sauvetage en mer. Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée, a déclaré « En 2023, seuls 10% des personnes débarquant en Italie avaient été secourues par des ONG. En 2022, elles étaient 18%. Le 4 avril dernier, Mediterranean Saving Humans a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dévoilant un sauvetage en mer de 58 personnes. Dans cette séquence, des gardes-côtes libyens ouvrent le feu à balles réelles sur un bateau en détresse ainsi que sur les sauveteurs. Il est alarmant de constater que ces mêmes gardes-côtes sont formés et équipés par l'Union européenne elle-même. Cette tragique illustration soulève des questions profondes sur la militarisation des frontières de l'Europe et sur l'externalisation de sa politique migratoire. À mesure que ces pratiques perdurent, les drames humains se multiplient. Devant cette réalité, il est légitime de se poser la question jusqu'où l'Union européenne est prête à aller dans cette approche cynique. Ce 4e épisode est terminé, mais on se retrouve dans le prochain, qui sera consacré à ce sujet. Celui qui concerne les financements de l'Union européenne vers la Tunisie pour endiguer les flux migratoires.
Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les portraits et les articles qui accompagnent chaque épisode de cette série. Ils sont rédigés par Haïdouni en français et en anglais. Vous pouvez les lire sur le site de Spectomédia ainsi que sur le site d'Haïdouni.